Quand on avait eu la chance de le rencontrer au Festival Lumière de Lyon en 2021, Tim Burton semblait surpris de l'engouement du public, sincèrement touché et, d'après ce qu'il nous a confié, motivé à reprendre du service. À l'époque, il avait profité de sa venue et de son prix Lumière pour nous dévoiler quelques images exclusives de son dernier projet, la série Mercredi pour Netflix. En conférence de presse, il avait aussi avoué qu'il en avait fini avec Disney et que la production de son dernier long, Dumbo, l'avait fait se sentir comme une princesse, captive dans son château. En gros, il en avait marre de projets balisés, lissés, et ne voulait plus être la marionnette des gros studios qui l'utilisent plus pour sa renommée et son style, qu'il avait fini en fait par se parodier au plus sa carrière avançait. Donc cool, on se disait que ça voulait dire que Burton allait revenir avec un projet original. Et puis il a annoncé qu'il allait faire une suite à Beetlejuice, son premier grand succès, celui qui a en quelque sorte défini son style et dont j'ai déjà parlé en vidéo il y a quelques mois, si ça vous intéresse. Et là, dans le cinéma américain actuel, friand de suites nostalgiques, franchement, l'idée me faisait très peur. 35 ans après, venir déterrer un univers qui s'est déjà fort développé depuis 88, en série animée notamment, ça sentait pas mal le désespoir de la Warner qui voulait peut-être capitaliser sur la marque Burton pour se faire quelques billets. En gros, exactement ce que Burton lui-même semblait ne plus vouloir. Le tout avec une Lydia Deetz qui n'a pas changé de coupe de cheveux en 35 ans, histoire que le public la reconnaisse bien, hein, on sait jamais, une Jenna Ortega pour attirer les jeunes, et une Monica Bellucci, parce que faut bien la caser quelque part vu que c'est la compagne de Burton, qu'il a d'ailleurs rencontrée au Festival Lumière de Lyon. Et ouais, je peux dire que j'ai assisté au début de la romance. Ça a pas beaucoup de poids sur un CV, mais je peux le dire. Vous l'aurez compris, j'y allais à reculons, prêt à, une nouvelle fois, être déçu par un réalisateur qui compte beaucoup pour moi. Et je suis tellement heureux de m'être trompé. Attention, hein, on n'est pas au niveau de Édouard Romain d'Argent, Batman Returns ou Ed Wood. On n'est même pas au niveau du premier. Mais j'ai passé une super séance. Enfin, si on oublie le gars qui bouffait du popcorn dans mon oreille pendant toutes les pubs, mais il se reconnaîtra. Niveau scénar, ça va aller assez rapidement parce que c'est pas non plus le truc le plus complexe du monde. Charles Dietz, le père de famille dans l'original, est décédé et tout le monde se retrouve une dernière fois dans la fameuse maison du premier pour lui rendre un dernier hommage. Mais il va falloir jongler entre le nouveau conjoint toxique de Lydia, qui, elle, est devenue un genre d'animatrice de talk show qui entre en communication avec les morts, sa fille avec qui c'est vachement tendu et qui en plus ne croit pas au surnaturel, la belle-mère toujours aussi fantasque, et un certain démon dans le grenier dont il ne faut absolument pas dire 3 fois le nom, petit indice, c'est pas Candyman. Et tout ça sans jamais vraiment montrer l'acteur qui jouait Charles, Jeffrey Jones, qu'on a aussi vu chez Burton dans Ed Wood ou Sleepy Hollow, mais dont la carrière est grosso modo au point mort depuis 2007, et pour cause, puisqu'il a été reconnu coupable de trucs dont je ne vais pas citer le nom ici parce que YouTube ne va pas trop apprécier. Mais disons que dans la vraie vie, il se rapproche plus de Beetlejuice qui voulait épouser une ado que d'un gentil papa qui aimait observer les oiseaux. Donc Jeffrey Jones, ça dégage. C'est la critique récurrente que j'ai vue et entendue sur le film. Son scénario n'est pas incroyable. Et c'est vrai, je vais pas défendre l'indéfendable, c'est parfois juste une succession de sketchs. Certains arcs narratifs sont bâclés, incomplets, voire complètement inutiles. Coucou Monica Bellucci, qui est vraiment là parce que Burton voulait nous dire... Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Mais sur moi, l'ensemble a plutôt fonctionné, et j'ai même été agréablement surpris par certaines tournures de l'histoire. En tout cas, c'est déjà clairement moins prévisible que la série Mercredi, dont j'avais deviné la plupart des tenants et aboutissants après un seul épisode. Et quand on sait que c'est écrit par les mêmes gars, bah au moins, il y a du mieux. On peut aussi tiquer sur le développement étrange du personnage de Lydia, à des années-lumière de la gamine du 1, à part au niveau capillaire, mais pour moi, on peut y trouver un sens. Vous allez voir. Mais de toute façon, quand on va chez Burton, c'est rarement pour le scénario à proprement parler, plutôt pour son univers et ce qu'il en fait. Et ici, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ce film amusait Burton, qu'il avait pris du plaisir sur le plateau, à réutiliser des effets pratiques, un élément qui manquait cruellement à sa filmo depuis bientôt 20 ans, qu'il avait aimé développer certains personnages secondaires comme celui de Willem Dafoe, en ancien acteur décédé qui officie comme un enquêteur dans le monde des morts, et puis je disais que Bellucci ne servait à rien, dans l'histoire c'est clair, on peut l'enlever et faire le même film, mais en réalité, elle permet à Burton une petite envolée, un flashback en noir et blanc et en italien, pour rendre hommage au cinéma de Mario Bava. Et avec ce personnage qui se réassemble elle-même, à coups d'agrafeuse, on peut aussi y voir une référence à Sally, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Toutes des petites touches qui feront sourire ceux qui les reconnaissent, mais, et on pouvait le redouter, pas du fanservice putassier. On y retrouve des lieux emblématiques, il y a aussi une scène chantée qui, comme dans le 1, est trop longue, mais à aucun moment je n'ai eu l'impression que le film me criait
Eh, tu te souviens? T'aimais bien ça dans le premier, hein? Non, globalement, c'était un vrai kiff. Le film passe très vite, l'humour fonctionne très souvent. Perso, j'ai trouvé le Soul Train à crever de rire, et il maîtrise assez bien l'ironie, conscient que le projet pouvait être casse-gueule. Et si on creuse un peu, on peut y trouver quelques pics à Disney ou Netflix. Mais le sous-entendu que j'aime le plus concerne Delia, la belle-mère de Lydia, toujours interprétée par l'éternelle maman de Kevin, Catherine O'Hara. Dans le premier, Burton nous fait clairement comprendre qu'elle n'arrivera jamais nulle part avec son art, que c'est franchement pas très joli, et que le seul endroit où elle sera exposée, c'est chez elle. Ici, elle expose dans des grandes villes, a des bâtiments à son nom et a complètement réussi sa vie. Est-ce que ce serait pas une façon pour Burton de critiquer cette société qui acclame la médiocrité et l'élève au rang d'art? Peut-être. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Dans le même genre, il y a aussi le personnage de Rory, joué par l'excellent Justin Theroux, que vous avez peut-être vu dans le chef-d'œuvre HBO qui est The Leftovers, ou dans un autre chef-d'œuvre, Mulholland Drive, de David Lynch. Ouais, le gars sait choisir ses projets. Bref, ce Rory, c'est le mec de Lydia, mais c'est aussi, et surtout, le producteur de l'émission qu'elle présente. Sans rien vous spoiler, parce que de toute façon c'est évident rien qu'à voir sa dégaine, on va dire qu'il n'a pas uniquement des intentions pures. Et il faut pas avoir fait des études d'analyse pour comprendre que ça vise directement certains producteurs hollywoodiens, qui utilisent les talents des réalisateurs pour se faire du fric et pas forcément parce qu'ils croient en eux. Comme je le disais, l'évolution de Lydia fait du sens, via ce prisme, parce que, et ça depuis le premier, elle est l'avatar de Burton. I myself am strange and unusual. Et la retrouver ici complètement changée, utilisée par un producteur, ben c'est exactement ce qui est arrivé à Tim Burton ces dernières années. C'est pas du sous-texte hyper subtil, on est d'accord, mais au moins ça permet au film de raconter des choses. Et j'en oublierais presque de parler de Michael Keaton qui reprend son rôle culte avec une immense facilité et semble lui aussi prendre pas mal son pied. En tout cas beaucoup plus que quand il a repris un autre rôle que lui avait donné Burton. Yeah. I'm Batman. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Il est plus présent que dans le premier, et on passe d'ailleurs globalement plus de temps dans le royaume des morts, Burton voulant sûrement profiter pleinement de ce retour en arrière, dans un univers qu'il affectionne. Keaton cabotine bien comme il faut, le personnage n'a pas changé et garde les mêmes motivations, voire obsessions, que dans le premier, tout en étant peut-être un peu plus soft, pour s'adapter à son époque, avec également moins d'improvisation de la part de l'acteur. Beetlejuice est donc pour moi une vraie bonne surprise, un rien gâché par une dernière séquence trop rapide et bordélique, comme si Burton n'avait eu aucune idée de comment terminer son film, mais dans l'ensemble, je vais pas bouder mon plaisir, et si je jette un œil à la filmo de ce bon vieux Tim, je pense honnêtement que c'est mon œuvre préférée du bonhomme depuis 2007. Ouais, rien que ça. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi il est pas sorti à Halloween, parce que c'est littéralement un film pour Halloween, qui se passe pendant Halloween. Vraiment, ça m'échappe. En tout cas, d'ici quelques années, j'ai trouvé le double programme parfait pour le 31 octobre. Et vous en avez pensé quoi de ce retour de Beetlejuice? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et à bientôt pour le Cinépop sur Toy Story 2. Ciao!